Nous recevons ce soir un éminent archéologue, un grand connaisseur de la Mauritanie, un grand ami de la Mauritanie, Voilà. Tout à fait qui s'appelle Serge Robert. Je l'appelle Monsieur Robert, Monsieur Serge Robert, parce qu'il a été professeur à l'École normale supérieure où j'ai eu l'honneur, le plaisir. oui, et le plaisir aussi de l'écouter très longuement. Et nous le recevons ce soir pour discuter un peu de son expérience, de sa passion pour l'histoire en général, de sa passion pour l'archéologie en particulier, mais surtout de sa passion pour la Mauritanie. Et nous le recevons parce qu'il était ici en visite. Il recevait une médaille du gouvernement mauritanien, une médaille du ministère de la Culture et de l'Artisanat de Mauritanie. Dont j'ai été particulièrement honoré parce que cette médaille, elle ne concerne pas seulement ma personne, mais toute l'équipe, dont mon épouse, qui a travaillé ici. Voyez, monsieur, de suite, je précise la chose. C'est un honneur qu'on me fait, mais à travers ma personne, ce sont tous ceux qui, pendant près de 2 décennies, ont donné tout ce qu'ils pouvaient de leurs compétences à ce pays, au point d'y être désormais effectivement très attachés. Comme de tradition, voilà, nous sommes lancés dans l'entretien et dans ce numéro de Palabre qui reprend, et on vous promet que l'émission va reprendre de façon beaucoup plus régulière qu'avant. Comment êtes-vous venu en Mauritanie? C'est très simple. Après l'agrégation, Jean Devis, qui était enseignant déjà à l'université de Dakar. Où vous enseignez, vous étiez chef de département d'histoire. Après, vers la fin, m'a demandé de venir avec lui. Et le déclic, monsieur, le déclic, c'est qu'au bout d'1 an d'enseignement à l'université aujourd'hui Charenta Diop, il nous a paru à lui comme à moi absurde de transférer des éléments de compétences, d'érudition, qui soient uniquement européens. Nous voulions que cette université, elle ne l'a pas été totalement, soit une université africaniste. Africaniste dans son recrutement, africanisme dans ses orientations intellectuelles, africaniste dans la formation des cadres. Et effectivement, ce qui nous intéressait, c'était de permettre à ces étudiants, par notre intermédiaire et par l'intermédiaire de nos recherches, de devenir à leur tour des chercheurs africanistes. Aussi, dès 1962, 61, nous avons évoqué l'éventualité de rechercher un site en territoire mauritanien qui serait le premier témoin, le premier exemple, le premier site sur lequel nous pourrions relancer, car elle existait déjà, relancer les recherches archéologiques. Mais dans un contexte évidemment très différent des anciens, parce que nous voulions avoir les moyens techniques, il en faut beaucoup. Parce que nous voulions avoir les hommes, et parce que nous voulions sur ce chantier à l'origine, former des jeunes chercheurs africains. Pas seulement mauritaniens à l'époque, africains. Donc, dans une première phase, qui s'est étendue jusqu'en 1972, donc 11 ans, nous avons ouvert un seul chantier, le chantier de Teglaoust, c'est-à-dire, là, nous sommes certains, l'ancienne ville médiévale d'Aouelaras. Et c'est Teglaoust 1, 2, 3, c'est toute cette série-là? Oui. Parlons mieux de niveau, monsieur. De niveau. De niveau. Oui, absolument. Et donc là, il y a la recherche nous avons mené une triple enquête. D'une part, sur le terrain, chercher le maximum de documents en respectant au maximum tout ce que nous trouvions. Et là, c'est un premier élément essentiel. Un deuxième, c'est de faire participer les étudiants. Et à l'époque, il y avait des gens du Sénégal, des gens du Mali, des gens, à l'époque on disait du Dahomey, des gens du Burkina Faso,
On a même eu des Ivoiriens et des Gabonais qui étaient inscrits à l'université de Dakar et que nous avons emmenés sur les chantiers. Et puis, peu à peu, l'université est devenue sénégalaise, et donc nos recrutements ont été de l'université de Lille et de l'université de Paris et de l'université de Dakar. Et bien entendu, dès que nous avons pu proposer à des jeunes gens, de travailler avec nous, Mauritaniens, bien sûr, nous avons commencé. Au total, monsieur, c'est ça que je me remets, au total, première opération, de 1961 à 1975, 117 étudiants africains ont été avec nous sur les chantiers. La plupart d'entre eux ont fait ensuite autre chose, de tout ça. Un de mes étudiants était même, s'il m'écoute un jour, il était directeur de la police à Dakar, après. Vous voyez que... Il y en a un qui est président de la République du Mali aujourd'hui. Il a dit qu'il faisait partie de l'équipe. Exact. Donc, vous voyez, mais, et puis notre troisième exigence, c'est que ce que nous découvrions participe, et par l'écrit et par l'objet, à l'histoire de la Mauritanie. Et c'est comme cela qu'en 1970, le président Mokhtar Ould Daddah a demandé à ma femme de s'occuper du nouveau musée. Et c'est comme ça qu'en 1971, elle a créé ce musée, et je l'ai aidé, mais c'est elle qui l'a créé. Elle était muséographe et archéologue. Et c'est comme cela que, en partir de 1971, j'ai été à Nouakchott. Mais depuis longtemps, je circulais en Mauritanie, depuis 1963, pardon. Et donc, je tiens à préciser deux choses à ce sujet. D'une part, c'est que tout ce que nous avons demandé aux uns et aux autres, à la coopération française, comme à l'armée sénégalaise, comme à l'armée française, tous nous ont, et l'armée mauritanienne bien sûr, tous nous ont apporté leur concours sans jamais hésiter à le faire. Nous n'aurions, précise encore une fois, ce que nous avons mené à bien pendant finalement 21 ans, c'est parce que nous n'étions pas seuls, mais parce que toutes sortes de gens, du président Mokhtar au ministre, se sont, dévoués à notre demande. L'autre jour, madame le ministre me parlait des gens qui avaient travaillé avec nous, et je lui disais, sur notre chantier qui durait à Tekdaous puis à Koumbi Salé, qui durait plus de 2 mois, travaillaient entre 180 et 250 ouvriers, dont nous assurions le gîte, le logement, le paiement. Et comment se passaient les fouilles à Tekdaous, par exemple? Pourquoi à Tekdaous, justement? Alors, Tekdaous, parce que nous voulions, à l'origine, travailler sur un site que personne n'avait travaillé. Et donc, ce site était d'autant plus important que les textes arabes en parlaient avec suffisamment de détails pour qu'on essaie de le retrouver. D'abord, le retrouver. Ce fut une campagne de prospection aérienne que j'ai réalisée, c'est vrai, en 1961, qui nous a permis de préciser ce qu'un lieutenant français en 1922 avait rappelé comme étant un site, mais bon, c'était apprécié. Là, et à partir de là, nous avons proposé au président Mokhtar Ould Daddah de réaliser là une expérience archéologique que nous avons essayé de mener à bien jusqu'en 1980. Simultanément, monsieur, et avec l'accord de celui qui avait découvert ce site, le professeur Moni, nous avons commencé à partir de 1975 à reprendre les recherches sur Koumbi Salé. Et en troisième lieu, j'ai estimé nécessaire, avant même que les villes anciennes soient reconnues comme importantes pour le monde à l'UNESCO, j'ai participé à la campagne qui a permis d'inscrire ces 4 villes, n'est-ce pas, avec mon ami, mon fidèle ami, qui était le directeur de l'UNESCO. Bien sûr, qui était un grand ami, et que j'ai eu comme d'autres, la joie d'accueillir à l'entrée de la mosquée de Chinguetti. Voilà. Ouais. Donc nous avons... Je me souviens des images. Voilà.
Bon, restons sur Oui. Tekdaoust. Mais si je vous dis cela, monsieur, c'est parce que, justement, ce que je veux bien me comprendre, c'est que, en même temps, nous avons mené à bien chaque année des campagnes de fouilles sur Tekdaoust, mais qu'avec l'accord du président Mokhtar, puis de ceux qui lui ont succédé, on a élargi notre enquête. Parce que, par exemple, quand nous avons mis au jour à Koumbi Saleh des décors muraux, c'était les mêmes, bien sûr, que l'on retrouve au Bredane, c'était les mêmes en différents qu'on retrouve au Walata. Autrement dit, ce que nous voulions créer pour l'histoire mauritanienne, pour l'histoire monumentale mauritanienne, c'est le lien entre nos découvertes à Tekdaoust, nos découvertes à Koumbi Saleh, les premiers éléments des découvertes à Azougui et la continuité monumentale qu'ainsi ont constaté sur l'ensemble du patrimoine monumental mauritanien. Sur cette question de continuité, justement, on a l'impression, quand on fait un peu de préhistoire, que quand on voit les ruines de Kasr el-Barka, de Rachid, oui, absolument, on a l'impression qu'il y a les prémices ici, on voit les prémices ici de ce qui allait naître plus tard et qui allait se constituer autour de ces villes aujourd'hui disparues, que sont Tekdaoust par exemple et Koumbi Saleh, c'est-à-dire des émirats, des petites conglomérations, une activité, une civilisation, une culture. Je reprends votre vocabulaire, permettez-moi de vous le dire. L'archéologie ne peut pas apporter certaines, j'allais dire, assurances. Ouais, absolument. Vous me faites l'honneur de parler d'émirats. Moi, je vous dirais, peut-être bien qu'à Koumbi Saleh, il y a eu un émirat, même beaucoup plus. Mais je ne peux pas vous le dire parce que ce que j'ai découvert, ce que nous avons découvert, ne nous permettent pas d'affirmer. Par contre, monsieur, par exemple, quand à Koumbi Saleh, prenons le cas, en travaillant sur la mosquée, la grande mosquée, je peux affirmer qu'en fait, il y a eu au moins 3 mosquées successives en stratigraphie, et que chacune d'entre elles a montré, a prouvé pour nous l'accroissement de la surface de la mosquée, donc, à l'évidence, l'accroissement du nombre de croyants. On ne construit pas pour le plaisir de le construire. Donc, je peux vous dire, je peux vous assurer que ces bâtiments, la petite mosquée de Tekdaoust, agrandie elle aussi, montre que l'influence, par exemple, de, comment dirais-je, les influences musulmanes se sont peu à peu trahies pour nous, trahies, vous voyez ce que je veux dire, affirmées par ces bâtiments. Mais je ne peux pas vous dire, contrairement à ce que certains pourraient prétendre, que par exemple, Koumbi Saleh est la capitale du Ghana. Ça, je ne peux pas vous le dire. Pour moi, c'est vraisemblable, eu égard à la qualité des monuments, eu égard à l'importance de la ville. Mais c'est une hypothèse de travail. Ce n'est pas une affirmation que l'archéologie nous permet d'exprimer. Et donc, je reprends votre phrase, monsieur. L'émirat d'Aoud Arost, je ne peux pas le dire, car en tant que scientifique, ce serait trahir ma pensée. Et qu'est-ce que c'était ce Tekdaoust, qu'on appelle par ailleurs Loudash, qu'on appelle Aoud Arost aussi? Les géographes arabes évoquent dans les circuits, je dis bien les circuits, c'est-à-dire les tracés caravaniers, c'est certainement, et pendant des siècles, un des points d'ancrage du commerce transsaharien. Là, alors, nous sommes sûrs, n'est-ce pas sûr? Bon. C'est, compte tenu de ce que nous disent les textes, nous permettent de comprendre les textes arabes, c'est certainement, avec quelques autres centres, peut-être moins importants, une des étapes majeures, nous disons-nous, port caravanier, vous voyez, comme un port caravanier, de ces échanges sud-nord, nord-sud. Voilà. Que ce soit en matière d'objets, que ce soit en matière d'hommes, d'esclaves, appelons les choses par leur nom, que ce soit en matière d'or. Certainement, Tekdaoust, c'est-à-dire Aoud Arost, a été pendant plusieurs siècles, ah oui, mais combien de siècles? Eh bien là, il faut être prudent.
les datations au carbone 14 nous permettent de dire que passez-moi l'expression, j'utilise l'ère chrétienne, vous traduirez en ère musulmane, entre le début ou la moitié du 9e siècle. C'est quoi le 9e siècle, mon islam? Au Maghreb, à l'Aqsa, au Maghreb proche, la Tunisie actuelle, l'Ifriqiya, c'est la mise en place de l'émirat, Ifriqiya, justement, Arlamide. Eh bien, à partir de là, à partir de la mise en place de l'émirat et du royaume idrisside, à Fès, eh bien, Aoudarost devient, à mon avis, et je pense qu'on peut le dire, un des ports importants de ces transactions nord-sud et sud-nord. Transactions portant sur les objets, sur les hommes, sur les écrits, sur les traditions. Il est indiscutable que dès le Xe siècle, c'est-à-dire le califat abbasside, eh bien des hommes passent par Tegdos, par Aoudarost, soit pour aller au pèlerinage de la Mecque, soit simplement pour aller à Al-Qayrawan, parce que Kairouan comme Fès sont déjà des capitales théologiques et intellectuelles, et juridiques en particulier, je pense au malikisme bien sûr. Eh bien, à ce moment-là, Aoudarost devient très certainement un des points les plus importants des échanges entre un monde maghrébin en cours d'islamisation et un monde noir où l'islamisation commence. Ça, certain. Ça, je peux vous l'assurer, nos fouilles le prouvent. Le prouvent en matière d'objets. Vous pouvez citer des objets? Des lampes à huile. Des plats. Le trafic du cuivre. Et certainement, à partir de certaines périodes, le trafic de l'or. L'or du bambouk. L'or du bambouk qui vient du sud, voilà, et qui va vers le nord. Et qui est transporté généralement en petits fils, parfois en barre, mais plutôt en fil. Et cet or, alors je peux vous donner un exemple, il comporte des traces minuscules de certains, je dirais, certains minéraux. Donc il est décelable. Eh bien, lorsque des collègues ont analysé certaines monnaies de Gênes, la capitale, une capitale italienne. Gênes, au XIe siècle, reçoit de l'argent qui vient d'Al-Andalus, de l'argent, des monnaies, des dinars, n'est-ce pas? Et ces dinars sont transformés en monnaie génoise. Et malgré les alliages, eh bien, au XIIe siècle, on trouve des traces de l'or du bambouk qui est passé par Tegdos, qui est passé peut-être par Fès, qui est passé à Al-Andalus par Cordoue, par Murcie, par Valence, et qui était en Italie. Ça, oui. Autrement dit, sur ce point, comme sur quelques autres, comme nous trouvons à un moment, ma femme trouvait à un moment donné des fragments de verre. Nous les récupérons soigneusement, et quelques mois plus tard, avec l'autorisation des pouvoirs mauritaniens, je les amène à Mayence en Allemagne. Parce qu'à Mayence, il y a des très grands laboratoires européens de la reconstitution du verre, des verres. Et là, eh bien, ils vont nous reconstituer, nous reconstituer, à partir de ces fragments, trois gobelets, que je ramène. Mais avant de les ramener à Mauritanie, l'un d'eux, ma femme les emmène au Caire. Et là, à l'évidence, nos collègues du musée archéologique du Caire nous le confirment et nous le montrent. Le même verre fabriqué au Caire, c'est-à-dire la capitale fatimide, au Xe siècle, hein, autrement dit, au Xe siècle. Mais attention, monsieur, combien de temps ce verre, ce gobelet, a mis pour venir jusqu'à Tegdos? Peut-être un demi-siècle, on ne sait pas. Mais il est venu. Il était un objet de luxe. Et il montrait bien que Tegdos, pour le verre comme la céramique, pour l'or comme pour les esclaves, était un des lieux de passage imposés pour les caravanes reliant
le Bédal Soudan, le monde noir et le monde maghrébin. C'est ce qui a donné la vocation plus tard de la Mauritanie à être un lieu de rencontre entre ces deux mondes-là, être un trait d'union entre ces deux mondes-là. Mais passons, c'est ce qui a inspiré les premiers dirigeants du pays. Passons, revenons, allons à Koumbi Saleh et à cette question de l'or. Parce que justement, cet or du Bambouk a fantasmé les historiens arabes de l'époque, jusqu'à décrire des scènes extraordinaires. Qu'est-ce que vous avez découvert sur cet or-là, sur l'utilisation de cet or-là, sur ses quantités, sur son importance? Je réponds clairement. Premier point, le mot quantité. Il faut faire très attention quand on parle de quantité. Un jour, un de mes collègues me dit, tu vois, une caravane, ça porte entre 6 et 12 tonnes. Donc, quand une caravane passe, eh bien, c'est une dizaine de tonnes. De quoi? Je ne sais pas, pour une tonne, hein. Bon, produit. Et comme me disait-il, deux auteurs arabes parlent de plusieurs dizaines de caravanes, ça veut dire que chaque année, il y aurait eu des centaines de tonnes. Ça, c'est du roman. C'est pas de la science. C'est des fantasmes. Bon. Par contre, lorsque le professeur Monod, grâce à deux guides, découvre, et aujourd'hui on le recherche toujours, le squelette de deux chameaux dont les chargements de barres de cuivre, 1,20 m de long, comme mon doigt, ont été abandonnés entre deux dunes, l'étude de ce cuivre montre qu'il vient du Maroc, donc le cuivre d'Agjout n'est pas suffisant, et qu'il est amené dans le pays mort. Quelle date? Difficile à dire, mais vraisemblablement 12e ou 13e siècle. Des échanges. Mais ne pas dire pour autant que tous les ans, il y avait 10 caravanes de cuivre qui arrivaient. C'est pas vrai. C'est peut-être vrai, mais nous, on ne peut pas le dire. Nous, hommes de recherche scientifique, nous devons rester très prudents. Alors, vous parlez de l'or. Effectivement, lorsque on parle, Al-Oumari, par exemple, dit que lorsque l'empereur du Mali est venu au Caire, eh bien, il y avait tellement d'or que le dinar du Caire a perdu de sa valeur. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non. Les textes égyptiens le confirment, il n'y a pas eu ça. Mais il a apporté de l'or pour payer les achats. Bien sûr, il a pas beaucoup d'or. Mais le beaucoup signifie quoi? Pour nous, archéologues, le beaucoup, ce sont les traces minimes. Prenons, monsieur, un exemple très précis. Une de mes meilleures étudiantes a travaillé avec moi à Koumbi Saleh. Oui. Madame Berthier. Sophie Berthier, qui était aussi mon professeur. Sophie, au fond d'une fosse, je l'ai montré hier au musée, au fond d'une fosse. C'est-à-dire un des plus anciens niveaux de Koumbi Saleh. A découvert des travaux de ferronnerie, du fer travaillé. Et parmi ces travaux de ferronnerie, il y avait un harnachement complet de cheval. Pourquoi je dis de cheval? Parce que nous sommes allés le vérifier dans des haras et que ça correspond même à un type de race de cheval, effectivement, qu'on trouve au Maroc. Bien. Or, à côté du mort, là, vous voyez, il y avait des traces infimes, mais qui existaient. Je les ai fait relever, je les ai fait étudier, c'est de l'or du Bambouk. Autrement dit, peut-être que la totalité de l'harnachement du cheval était décorée de feuilles d'or. Mais peut-être, nous ne pouvons pas l'affirmer. Nous constatons simplement que ce cheval, ou ces chevaux, comportaient des harnachements où l'or était utilisé. Là, nous avons une période ancienne de Koumbi Saleh, le Xe siècle, 9e, 10e siècle. Bien. Quand ma femme, tout à fait par hasard, Madame Robert, voit à Tegdaoust, entre deux pierres, dépasser, en creusant, n'est-ce pas, un ouvrier lui signale qu'il y a presque un morceau de tissu qui dépasse là, dans le mortier, entre des pierres.
on nettoie soigneusement, et on se rend compte que ce morceau de tissu, il correspond à une pièce de tissu, un petit morceau de tissu qui est dans le mortier. Nous appelons, et on découvre qu'il y a quelque chose, et on découvre que ce morceau de tissu était un sac qui avait été fermé par un bracelet que vous avez au musée actuellement, un bracelet de cuivre et d'or. Donc on a, à l'époque, j'ai toujours obtenu du président Mokhtar Ould Daddah qu'un gendarme soit avec nous en permanence. Parce que, monsieur, ce patrimoine, pour nous, il est sacré. Et en aucun cas, nous n'accepterions que quelqu'un puisse se permettre de dire, comme cela s'est passé ailleurs, ils ont volé. Nous, tout est clair. Nous, on a rassemblé tous les manœuvres. On leur dit, voilà, regardez ce qui se passe. Et on a soigneusement, ma femme a retiré soigneusement le voile. Et dans le voile, dans le tissu, abîmé certes, il y avait une bague, très belle bague. Il y avait 4 barres d'or, une quinzaine de centimètres. Et il y avait des fragments d'or cassés, des fragments des fils d'or. Donc, indiscutablement, à l'époque où les gens vivaient au sol de ce mur, quelqu'un, pour des raisons que nous ignorons, a caché ce petit trésor, que le gendarme a aussitôt répertorié, exprès, car appartenant à la Mauritanie. Absolument. Mais, cher monsieur, c'est un trésor qu'on a couvert. En 14 ans de recherche. Alors que nous avons fouillé quand même, alors, disons, un 5e de la ville, un 6e. Bon. De Tegdaoust. Donc, soyons prudents. Soyons prudents. Indiscutablement, là, il y a la trace indiscutable d'un petit trésor. De là à dire que c'était... Là, nous ne pouvons pas. Mais, je reviens à votre question, c'est bien la preuve qu'il y avait à Tegdaoust, à Ould Daddah, des gens qui pouvaient avoir le moyen de posséder quand même un demi-kilo d'or. Quand même. Ou non, pas tout à fait, 400 grammes. Quand vous avez fouillé Tegdaoust, est-ce qu'on peut avoir tout de suite là un bilan de ce que vous avez trouvé? Le bilan, d'abord on ne peut pas le faire comme ça, mais simplement vous dire. Non, la preuve, c'est une ville qui a vécu au moins 5 voire 6 siècles. La dernière petite mosquée, totalement abîmée, elle a été datée, nous l'avons datée du 15e siècle, c'est-à-dire l'intervention marocaine contre l'Empire Sonrail. C'est celle-là. Donc. Et le niveau le plus ancien, nous pensons que c'est la fin de l'époque du califat oummayyade de Damas. Voilà. C'est-à-dire la première moitié du 9e siècle. 800-850, si vous voulez. Donc, ça veut dire 7 siècles. 7 siècles de vie. Au cours desquels toutes nos recherches, dans tous les secteurs, n'est-ce pas, ont montré l'accumulation des constructions. C'est-à-dire que des murs tombés, on reconstruisait. On a reconstruit au moins 5 fois, voire dans certains cas 6 fois. C'est donc, monsieur, l'évidence que c'était quand même une ville suffisamment importante pour que son siège soit systématiquement reconstruit. Ou du moins remis en état. Et à Ould Daddah, à Koumbi Saleh, alors le cas est très différent. l'état? Le cas est très différent. D'abord parce que, je vous dis, à Ould Daddah, au moins nous avons fouillé un 6e de la ville. À Koumbi Saleh, on a fouillé un 20e. Koumbi Saleh, au plan de l'importance du site, est beaucoup plus riche que Tegdaoust. La ville de Koumbi Saleh, c'est un cercle de 3 km 600. C'est énorme. C'est certainement un des grands sites de l'Afrique. Faut pas rêver. Un des grands, plus que Tegdaoust, c'est vrai. C'est vrai. Mais différent, mais totalement différent. De là à dire
comme un collègue un jour voulait me le faire dire. C'est la capitale du Ghana. Non. Non. Je ne peux pas le dire. Mais je peux dire que, comme Tegdaost, comme Aoudarost, a été un site très important, peut-être même l'équivalent de Sigil Massa. Vous voyez, il y a ce Sahara occidental, il y a le Maghreb proche, le Maghreb lointain, aujourd'hui la Tunisie, aujourd'hui le Maroc, et puis il y a le monde des Noirs. Eh bien, indiscutablement, plus que Koumbi Saleh dans ce cas-là, n'est-ce pas? Indiscutablement, Aoudarost a été un lien très important, peut-être même le lien le plus important entre Fès, Sigil Massa, après Marrakech, après les Almoravides, et le monde des Noirs. Ça, indiscutablement. Tandis que l'énorme agglomération, n'est-ce pas, de Koumbi Saleh me paraît appartenir à une autre, non pas phase historique, mais à un autre espace historique, dans lequel également, je peux en parler puisque j'ai fouillé à peu près les 2 tiers de la grande mosquée, les 2 tiers. Après, je n'ai pas pu poser partie. Je peux dire que cette grande mosquée de Koumbi Saleh, par les étages, les stratigraphies que j'ai pu découvrir, il y a eu au moins 3 mosquées. Et ce qui est très important, c'est qu'à chaque moment, la salle de prière a été élargie, le mur de Qibla a été prolongé, le mihrab, les sols du mihrab ont été superposés jusqu'au dernier. Et la salle de prière, peu à peu, a été repris sur le sade, sur la cour, et les galeries de la cour ont été reportées. Autrement, nous avons à Koumbi Saleh, certainement, au moins, une première petite mosquée ancienne, 9e, 10e siècle. Puis un agrandissement de cette mosquée, avec l'élargissement du mur de Qibla, la profondeur de la salle. Et puis une 3e période, au moins, au cours de laquelle on repousse encore plus loin la salle de prière, donc il fallait, parce qu'il y avait beaucoup plus de gens qui venaient prier, et on repousse encore la cour et ses galeries. Et là, c'est quand même indiscutable, mais indiscutable de quoi, monsieur? Indiscutable de la capacité de ce bâtiment exceptionnel à accueillir, alors franchement, quelques centaines de gens, pas plus. Or, cette ville énorme dont je vous parle, elle devait regrouper plusieurs milliers, voire à mon avis, plus que des milliers de gens. Je ne vais pas pour autant vous dire, tous les autres étaient animistes, ce serait ridicule, je ne le sais pas. Ce que je sais, ce que je peux vous dire, ce que j'ai dit avant-hier à l'université, c'est que nous avons là encore un élément de contact entre un monde maghrébin venant dans ce pays, islamisé déjà, islamisé très certainement, et puis des gens dont simplement, et sur ce point-là je suis formel, un grand nombre de gens, de ces habitants, ont été inhumés dans un vaste espace de plan horizontal avec plusieurs agrandissements. Et tous ont été inhumés à côté les uns des autres. Nous avons, monsieur, grâce à un de mes collègues médecins à l'époque, dans cet espace, nous avons simplement étudié une dizaine d'inhumations, dont les corps n'étaient pas toujours tournés vers la Mecque. Bien. Or, ces inhumations, on les a trouvées sur une dizaine de mètres. Et le grand mur de cet espace représente 800 mètres. Si vous voulez faire un calcul, cela signifie que dans cet espace, en bordure de cet espace, il y a au moins plusieurs milliers de sépultures. Et là, nous revenons à votre question, oui, c'était un espace où vraisemblablement, peu à peu, les pratiques musulmanes d'inhumation ont été généralisées. Et je ne peux pas vous répondre. Mais c'est quand même, vous avez découvert quand même une ville. Ah oui. Avec vraiment tous les critères d'une ville, avec une architecture, très belle architecture, une organisation particulière. Et monsieur, non, bien sûr, je ne peux pas vous répondre. Oui, l'architecture. Oui, l'architecture. Je disais encore hier à des amis
c'est frappant, enfin. La même année où j'ai commencé à fouiller à Kumbi-Salé, vous savez, notre système, c'était 2 mois à Tekdaoust, puis une petite équipe se déplaçait à Kumbi-Salé. Avec l'espoir de faire autre chose, bref. Avec l'espoir de continuer. Et donc, lorsque nous avons commencé à fouiller, nous étions peu nombreux, et donc on a privilégié, c'est moi qui ai décidé de privilégier ce quartier où M. Moni avait cru voir le demi-cercle à Miram. Mais il s'était arrêté là. Et c'est pourquoi, grâce à ses conseils, avec son autorité, je n'aurais jamais, monsieur, fouillé à Kumbi-Salé sans que M. Moni me dise. Oui, c'est une honnêteté intellectuelle. C'est lui qui, au nom à l'époque de sa compétence, et avec l'accord du président Mokhtar, m'a dit « Je te donne Kumbi-Salé ». L'affaire était réglée. D'accord, l'affaire était réglée. Et nous avons commencé. Mais, cet énorme ensemble, donc j'estime si un jour le fouille, entre 15 et 20 ans de fouille. Entre 15 et 20 ans de fouille. Il lui faut entre 15 et 20 ans de fouille. Pour les dégager. C'est une énorme ville. Pour l'époque. Et c'était ce que, à l'instant, vous évoquiez. Les décors des murs, avec des triangles, ce sont ceux que je retrouve l'année suivante quand j'y suis allé à Tichit. Ce sont exactement les mêmes dessins et même parfois les mêmes dimensions. Donc il y a vraiment ce que j'appellerais, et c'est pour ça que je me suis intéressé aux villes anciennes. Il y a une continuité monumentale. Mon problème, c'est de dire, est-ce que sur l'ensemble du site de Kumbi-Salé, il y a la même chose? Et pour aller un peu plus loin, quand même, vous refusez d'aller au-delà de la science, mais pour nous, cette continuité, en tout cas, selon ma réflexion, ça aide aussi à ancrer un peu cette population, son élite, dans ce pays, parce que c'est son pays, ces découvertes archéologiques, elles permettent justement de renforcer l'ancrage dans ce pays, l'historicité du peuplement, l'historicité de la diversité, c'est historique, c'est clair, Ouais. c'est établi. L'historicité aussi de l'État en tant que tel, ou des ensembles, en tout cas d'un ensemble, parce que selon les historiens aujourd'hui, le Ghana est le premier État connu d'Afrique de l'Ouest. C'est vraisemblable, là oui. Vraisemblablement. Oui. Il y a tout ça, il y a donc... Mais je ne vous ai pas dit que Kumbi-Salé était la capitale de Ghana. Absolument, oui, mais moi je vais dépasser. Personnellement, monsieur, personnellement, eu égard à ce que nous avons trouvé, je penche pour cette hypothèse. Mais je n'ai pas les éléments. En tout cas, il nous ferait un grand bien et nous obligerait à donner plus d'importance à ce patrimoine, à le regarder autrement. Mais il faut le conserver. Oui, il faut le conserver, mais il faut le. Mais aussi... justement, monsieur, ce qui m'étonne le plus, et j'en parlais il y a quelques mois à un architecte mauritanien qui est installé à côté de Toulouse, ce que nous déplorons, je pèse mes termes, nous déplorons, c'est que ici, ce formidable patrimoine monumental et décoratif, qui est le fondement, je pense, d'un certain concept du monde mauritanien, n'est pas suffisamment exploité. Ce n'est pas ma part, il faut bien comprendre, un souci de critiquer. Ce n'est pas mon rôle, et je n'ai pas, en tant que hôte de la Mauritanie, à le formuler. Mais je pense qu'il y a à Tekdaoust, à Kumbi-Salé, à Azugui, la preuve de certains éléments majeurs de l'architecture du Sahel, du monde saharien, qui ne sont pas suffisamment exploités. Et qu'est-ce qu'il y a à Azugui, justement? Là, juste traitement, monsieur. Alors, d'Azugui, ma femme et monsieur Bernard Saison ont fouillé. Moi, je n'ai fait que regarder. Donc, je suis encore plus prudent qu'ailleurs. Ce n'est pas mon domaine. J'ai aidé, j'ai lu, mais sur les fouilles qui ont été menées à bien à Azugui, je me tais parce que ce n'est pas mon domaine et que ce n'est pas moi. Ma femme, alors, malheureusement, elle est morte en 2000, était beaucoup plus compétente que moi en la matière. Elle a laissé des écrits que j'ai utilisés, comme nous avons utilisés, mais je suis très prudent et je n'irai ni dire que ce fut une grande capitale, je n'en sais rien,
nous n'en savons rien, ni que ce ne fut pas, une capitale maroïde. Surtout pas, surtout pas. Parce que nous n'avons pas le droit de le dire. Mais qu'est-ce qu'elles ont révélé, les fouilles, justement? Mais monsieur, il n'y a pas eu de fouilles, il y a eu quelques, ce qu'on appelle nous des sondages. Ah, des sondages. Et hier, un responsable de, je ne me plus son nom, la Zougui me disait, et maintenant il faut travailler. Oui, bien sûr, mais nous sommes prêts à travailler. Mais nous sommes prêts, bien sûr, pour donner, comme nous l'avons fait pour Tekdaus, comme nous avons essayé de le faire pour Kumbi-Salé, donner un fragment d'histoire à Zougui. Mais pour le moment, humblement, les textes, oui, le récit d'Al-Harami, oui, nos sondages, pas encore. Et à part ces trois sites qui sont connus, très connus et très vulgarisés, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sites qui méritent d'être déblayés? Alors, quand vous parlez sites, monsieur, il faut considérer que il faudrait fouiller. Prenons un exemple précis, parce que j'en ai parlé à Madame la ministre l'autre jour. On parle beaucoup de la mosquée de Chinguitti. Ça fait des années que je demande, et je suis content de le dire, qu'on nous autorise, une équipe mauritanienne et nous, à fouiller à l'extérieur de la mosquée de Chinguitti, le long du mur de Qibla, de manière à ce que par des sondages, nous puissions confirmer l'ancienneté, la chronologie de cette mosquée. Voilà un exemple. Ce n'est pas un gros travail, mais ça permettra d'éclairer l'histoire de Chinguitti. De même, à Oualata, ça fait des années que j'avais demandé, et j'avais souhaité, effectuer quelques sondages pour voir où étaient quel niveau étaient les niveaux les plus anciens des piliers de la mosquée. Parce que je m'intéresse beaucoup aux mosquées, c'est vrai. Ah, d'accord, je le connais, c'est mon domaine. Mais ce sont ces sondages qui vont être parlants. Et qui en même temps, vous savez monsieur, à Tichit, quand vous rentrez dans la mosquée de Tichit, dans la salle, il y a un pilier avec des décors peints qui sont en train de s'effacer depuis des années. Ce sont les seuls décors peints avec Kumbi que je connaisse dans une mosquée. Ah bon? Voilà. Des peintures. Hein? Bon. Je n'ai jamais pu exactement en faire le relevé. Ça ne résout pas grand-chose parce que c'est protégé. Mais voilà un exemple qui devrait nous rappeler que vraisemblablement, comme à Kumbi-Salé, comme ailleurs, l'intérieur de ces mosquées anciennes comportait des panneaux peints. Et dans votre temps, il y a eu un projet pour répertorier l'ensemble du patrimoine musulman ou quelque chose comme ça, non? Peut-être, monsieur, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, vous n'aviez pas été impliqué, ça n'a pas été un... Monsieur, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. L'aventure que nous avons menée à bien, vous voyez, j'utilise le passé. Nous souhaitions beaucoup, nous voulions, les autorités mauritaniennes, le président Mokhtar, mais tous ceux qui l'ont suivi, n'est-ce pas? Les autres présidents, souhaitaient qu'elle continue. La coopération franco-mauritanienne a été réduite, pour des raisons que je n'ai pas à discuter, même si je suis citoyen et électeur français. Et nous en avons été les victimes. Alors, ce vaste plan, qui intégrait des recherches sur ces monuments, la continuité. J'avais pensé pouvoir fouiller encore une quinzaine d'années à Kumbi-Salé, encore 8 ans au moins, à 10 ans, à Tekdaus. Ouvrir un chantier à Zougui, un grand chantier à Zougui. Et puis j'avais pensé également, avec l'accord des autorités mauritaniennes, que nous pourrions ouvrir d'autres petits secteurs, en particulier, par exemple, celui de l'épigraphie des tombes. À Tichit, à Oualata, Tirzert à côté, on a de vastes nécropoles, envahies par le sable, mais dont les inhumations sont marquées par des pierres tombales. C'est un relevé de l'histoire sociale de la Mauritanie qu'il faut faire. Voilà un exemple. Avec les manuscrits, dans les mêmes conditions, dans les mêmes perspectives que l'étude du contenu. Pas seulement de regarder les manuscrits, ils sont beaux. Non.
regarder ce qui est écrit, considérer ce qui est écrit, voir en quelles conditions le droit musulman a été interprété par des savants mauritaniens. Ça, c'est important. Et donc, c'est toute une histoire collective à laquelle, humblement, nous, archéologues, on participe. On aurait souhaité bien étendre ces perspectives. Nous le souhaitons toujours, monsieur. Mais il revient aux autorités mauritaniennes d'obtenir, car ça coûte très cher l'archéologie, ça coûte très cher. Et nous, un archéologue, c'est quelqu'un, je le dis brutalement, son salaire et son entretien, c'est un tiers, et les 2 autres tiers, ce sont les moyens qui lui sont nécessaires pour travailler. Sur le site de Tekdost, en 12 ans, j'ai calculé que nous avons dépensé plus de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Bien. Parce qu'il faut une lourde infrastructure. Ce qui n'est pas le cas à Zougui, où on nous dit justement, vous pourriez vivre à Attar, donc il n'y a pas besoin de camions, etc. Vous voyez la différence. C'est ce qu'on appelle, nous, le problème logistique. Mais il est lié. Demain, nous ramenons des objets d'Azougui, mais certains, on ne peut pas les traiter ici. Il faut que je parte à Paris, il faut que je parte à Mayence, il faut que je parte à Turin, les faire traiter dans des laboratoires spécialisés. Et donc, c'est encore des dépenses supplémentaires qui vont s'accrocher les unes aux autres. L'archéologie, ça coûte très cher. Donc, moi, je trouve tout à fait normal que le gouvernement mauritanien, les responsables mauritaniens, sollicitent l'aide de l'UNESCO, de la Ligue arabe, de tous ceux qui, sachant et comprenant ce que représente ce patrimoine pour votre pays, y participent généreusement. Et c'est ce que je souhaite. Je ne serai pas, je suis un vieux monsieur, donc c'est pas moi qui ne pourrais pas continuer longtemps. J'ai dit l'autre jour et je répète, non pas je, mais nous tous, on est disponibles. Mais notre devoir, c'est de chercher d'une part et de former des jeunes Mauritaniens d'autre part. Merci. Sur cette note d'optimisme, je vous dis au revoir et à bientôt. Je remercie encore une fois M. Serge Robert. Nous avons été accueillis dans les locaux du Centre d'études et de recherche sur l'Ouest africain, le CEROS, et nous le remercions. Et à bientôt. Eh bien, j'espère que ça servira. Ça va ?